Ravi de vous retrouver, chers auditeurs de la radio pour tous, pour ce nouveau numéro de l'heure du droit. Chers auditeurs, saviez-vous que chaque vague qui frappe nos côtes est régie par des règles précises et qu'il existe des dispositions garantissant la sécurité des navires? Eh bien oui, nous en parlons justement dans cette émission avec l'invité du jour, Jérôme Midécor, qui est titulaire d'une licence à l'Institut des métiers et des mers. Méchac Niaro à la présentation. Monsieur Midécor, bonjour. Bonjour. Nous parlons de droit maritime aujourd'hui. Oui. Alors, quelle définition juridique nous avons du droit maritime? Merci beaucoup pour la parole. Le droit maritime, c'est ce droit-là qui régit les activités maritimes et les relations entre les acteurs du secteur maritime. Quand je parle des acteurs, il s'agit de l'État, les armateurs, les assureurs, les marins, tous les parties prenantes qui interagissent dans le domaine, qui agissent dans le domaine. Donc le droit maritime, c'est ce droit-là qui cadre toutes les interactions et les activités du transport maritime. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer toutes les parties prenantes dont vous avez parlé qui interviennent dans ce droit maritime? Toutes les parties prenantes? Oui. Les principales? Bien évidemment, les parties prenantes principales, notamment, je viens de parler des armateurs. Quand je dis armateur, oui, c'est celui à qui appartient le navire. Et quand je parle de celui, c'est une personne morale. Souvent, c'est une personne morale, une société à qui appartient des navires, ou bien un navire, il est armateur du navire. Donc, sur le navire, on aura besoin des personnels à bord. Donc, ces personnels-là, souvent, c'est les gens de mer qui travaillent à bord. Donc, au-delà du personnel, il y a justement des personnes qui sont dans les entreprises qui travaillent également avec des profils variés, mais majoritairement pour aller dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc, il y a le marin, les armateurs, il y a l'État, parce que si nous prenons le cas de notre pays, le Togo, il y a le port autonome de Lomé, c'est une autorité étatique, donc il y a l'État qui est là, il y a le ministère de l'économie, c'est un acteur également. Voilà, il y a les assureurs, parce que quand les navires prennent la mer, c'est vraiment un gros risque. Et un navire, ça coûte beaucoup de dollars, beaucoup d'euros. Donc, il faut assurer le navire au cas où il y a échouement, il y a un péril à mer. Oui. Voilà. Au-delà du navire même, il y a les marchandises qui sont à bord. Il y a des centaines des millions, des milliards de marchandises, des tonnes, des centaines de conteneurs qui sont toujours à bord. Donc, il faut des assureurs. Donc, les assureurs également font partie des acteurs. Donc, entre autres, c'est le majoritaire, si on va aller comme ça. Donc, on a toute une chaîne qui intervient. Justement, le mot que vous venez d'employer, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du commerce international, sinon le transport maritime, aujourd'hui, dans la logistique, on parle de la supply chain. Donc, la supply chain, c'est depuis la réception des marchandises chez le fournisseur, oui, jusqu'à la livraison dans l'entrepôt du client ou bien du donneur d'ordre. Donc, c'est toute une chaîne où interviennent divers acteurs. Voilà. Oui. Donc, le transport maritime, ce n'est qu'une partie, enfin, des échanges internationaux. Oui, nous y reviendrons. On parlera de transport maritime. Alors, il semblerait que dans le jargon juridique et maritime, il y a une différence entre le droit de la mer et le droit maritime. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, merci beaucoup pour la question. Justement, comme je venais de le dire tantôt, le droit maritime, ça concerne beaucoup plus les activités maritimes, les activités relatives au transport maritime et les relations entre les parties prenantes, s'il faut le dire d'une façon brève comme ça. Mais le droit de la mer, ça concerne plutôt l'exploitation des océans et des mers. Parce que vous êtes sans savoir que la mer est délimitée. Comme la terre, on dit le Togo s'arrête ici, c'est comme ça, la mer est délimitée. C'est vrai qu'il y a la haute mer qui n'est pas contrôlée, mais il y a un espace. On dit, quand vous rentrez à ce niveau-là, vous rentrez dans l'espace béninois. Voilà. Donc, le droit de la mer, c'est ce droit-là qui délimite, qui réglemente l'exploitation des mers et océans. Non seulement la délimitation, mais l'exploitation, parce que la mer regorge assez de ressources halieutiques. Oui. Donc, il faut réguler l'exploitation. Il faut veiller
à éviter les questions de la pollution marine parce que il y a les écosystèmes, il y a certaines espèces halieutiques qui sont dans les mers qui sont en voie de disparition. Justement, non seulement sont en voie de disparition, mais ils ont un grand rôle à jouer dans la survie sur Terre. Par exemple, si nous prenons le cas des baleines, nous aujourd'hui dans la jeune génération, on ne connaît plus les baleines. Oui. C'est vrai qu'on nous a toujours donné une information sur les baleines qui font qu'ils sont un peu... Ils font pas de bonnes choses. Oui. Mais en même temps, ce sont des espèces qui permettent en fait de... Ils ont un rôle avec... ils absorbent le CO2. Oui. Donc, leur présence dans les mers joue un rôle très important. Donc, si moi, Kofi, je suis à la maison, ce sont des choses qui détruisent la mer. Et je suis à la maison, je produis mes déchets, je jette le plastique un peu partout. Sans le savoir, il va pleuvoir. On va le retrouver plus tard à bord de la plage. Après tout, les vagues de mer et tout ça, ça amène ça dans la mer. Et donc, ces espèces-là, certains seront, en quelque sorte, pour ne pas dire un mot trop fort, toxiqués, ils vont plus survivre. Mais carrément, certains vont quitter nos bassins. Voilà, puisque je venais de dire tantôt que la mer est délimitée. Donc, on peut constater que ces espèces-là ne seront plus dans nos eaux, donc ça sera compliqué. Une migration. Voilà. Les espèces aquatiques qui migrent. Bien sûr. Ok, d'accord. Donc, si on parle de droit de la mer, là, on parle de la délimitation géographique. Oui, des droits qui, comment dit-on, réglementent la délimitation et l'exploitation aussi. Parce que l'exploitation, au long de seulement des ressources halieutiques, il y a des îles artificielles. Il y a des plateformes pétrolières en mer. Donc, il y a même les navires, lorsque les navires naviguent, ils ont des déchets à bord qu'ils jettent. Il y a des principes maritimes, par exemple les principes pollueur-payeur. Lorsque tu jettes quelque chose en mer, tu vas payer. Tu es amendé. Quand tu jettes, un navire vient au port autonome de Lomé, il rejette ses déchets dans nos eaux, il sera amendé par l'État, il va payer, voilà. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu à cette question-là. Nous savons aussi également qu'il y a les questions énergétiques. Donc, tout ça, la mer, c'est tout un continent, s'il faut le dire. Voilà. Donc, c'est important de réglementer l'exploitation de la mer et tout ce qui va avec. D'accord, merci d'avoir apporté la lumière sur le sujet. Alors, nous allons nous attarder un peu sur le droit maritime. Quels sont les différents domaines, vous allez les citer de manière précise, quels sont les différents domaines auxquels s'applique le droit maritime? Merci pour la question. Je pense que dans mes précédentes interventions, j'ai déjà touché. Vous pouvez reprendre? Oui, je vais reprendre, bien sûr, de façon peut-être plus détaillée. Le droit maritime, comme je l'ai dit, ça touche la navigation maritime, par exemple. La navigation maritime, c'est beaucoup de choses. Donc, le droit maritime intervient à ce niveau. Les relations entre le marin et l'armateur. Parce que le marin est employé à bord d'un navire par un armateur. Donc, il y a les questions de paiement, voilà. Il y a beaucoup de relations qui lient l'armateur et le marin. Donc, il y a le droit maritime qui intervient là-bas. Il y a des accidents qui surviennent. Donc, quand il y a des accidents, par exemple, si un navire, on parle de collision en mer, un navire vient frôler la coque d'un autre navire, c'est-à-dire la superstructure, comment dit-on, pas la superstructure, mais la coque, vous comprenez? Oui. La coque du navire, et qu'il y a collision, un navire se déchire, par exemple, l'eau rentre dans le navire, c'est le droit maritime intervient à ce niveau parce que le navire, voilà. Et les assureurs également, les navires sont assurés. Oui. Tout navire, aucun navire ne peut prendre la mer sans être assuré. Il doit forcément avoir une couverture d'assurance. Mais au-delà du navire même, il faut une couverture d'assurance pour les marchandises à bord. Voilà. Donc on parle de l'assurance corps et faculté. L'assurance corps, c'est le navire. L'assurance faculté, c'est les marchandises. Donc, il y a le droit maritime qui essaie d'intervenir dans la prise de risque des assureurs dans ce contexte, parce qu'il y a des assureurs spécifiquement dans le domaine maritime également. Il y a des assureurs qui sont là, juste, ils sont spécialisés dans cela, de la même façon où il y a d'autres assureurs qui font un peu tout.
Alors, au-delà de ça, également, il y a les questions de... Vous voyez, au port autonome de Lomé, par exemple, il y a la manutention et tout qui se fait entre le navire et le accueil, tout ça. Si jamais quelqu'un travaille dans cet espace-là, il y a quelque chose qui survient, ou bien un inspecteur remonte à bord d'un navire pour faire une inspection, il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est le droit maritime. Donc, quand je parle du droit maritime également, c'est décliné, il y a d'autres déclinaisons. D'accord. De tout ce que vous avez cité assez d'éléments. Est-ce qu'il y a une terminologie précise pour qualifier chaque domaine dans lequel le droit maritime intervient? Si on parle de la relation qui lie l'armateur et puis ceux qui seront ses ouvriers, est-ce qu'il y a un nom pour ce type de droit? Ou bien tout est englobé dans le droit maritime? Non. Par exemple, il y a un droit il y a la convention SOLAS, par exemple, pour la sauvegarde des vies humaines en mer. Ça, c'est une convention, c'est dans le droit maritime. Il y a les conventions des Nations Unies pour le droit de la mer également qui est là-bas. Il y a, comment dit-on, il y a une convention également sur la limitation de responsabilité. Parce qu'il y a une chose, dans le domaine maritime, nous considérons qu'une fois qu'un navire prend la mer, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, quand un mal survient, il y a une responsabilité, la responsabilité de l'armateur est limitée à quelque part. Donc, on ne dit pas que quand quelque chose donc, automatiquement, quand quelqu'un charge ses marchandises à bord, il doit savoir qu'il y a un risque. Oui. Il y a un risque. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de mesures de sécurité. Justement, ces mesures de sécurité sont cadrées par des lois qui sont dans le droit maritime. Donc, il y a la limitation de responsabilité parce que quand, par exemple, je commande des marchandises de 1000 conteneurs, par exemple, et en revenant, par exemple, de la Chine, on entend que j'ai 100 conteneurs qui sont tombés à l'eau. Mais 100 conteneurs, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Maintenant, j'ai chargé mon marchandise à bord du navire. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'armateur qui a voulu que les conteneurs tombent à l'eau? Est-ce que c'est les personnels à bord qui n'ont pas bien arrimé les conteneurs sur le navire? Est-ce que c'est un cas de force majeure? Donc, nous savons justement en droit que quand il y a un cas de force majeure, voilà, les responsabilités sont à quelque part partagées. Aussi bien civil que pénal? Oui. Quand je parle du droit maritime, c'est beaucoup plus le droit civil. C'est commercial et c'est privé. Mais quand je parle du droit de la mer, c'est ça aussi une différence. Le droit de la mer, c'est beaucoup plus pénal. C'est beaucoup plus, le droit pénal. Donc, le droit maritime, c'est vraiment le business. Il faut aller dans le terme plus simple. C'est le business, c'est le commerce, c'est le privé. D'accord. Voilà. Très bien. Avant de continuer avec les explications, les informations sur l'assurance, comment est-ce que les dommages, les marchandises sont assurés sur la mer, nous allons parler de la loi, puisqu'il s'agit d'une émission juridique. La plupart on parle de conventions. Quelles sont les conventions sur le plan international et en même temps sur le plan national qui régissent ou influencent le droit maritime? Merci beaucoup pour la question. À force d'aller, on enchaîne les mots. Oui. Je venais de citer pas mal de conventions tout de suite. Toutes ces conventions-là, ça régit le domaine maritime. Parce que le domaine maritime, ce n'est pas un domaine qui est réservé à un seul pays. Donc, quand il y a une convention, tous les États côtiers ou non côtiers qui ont adhéré à cette convention-là, ils sont dans l'obligation de l'appliquer. Et donc, dans pas mal de conventions dans le domaine maritime, le Togo, notre pays en question, a adhéré à ces conventions-là. Donc, on est dans l'obligation de faire appliquer ces conventions-là. Mais de façon spécifique, il y a des conventions à l'échelle des dispositions juridiques, si je vais le dire plutôt comme ça, à l'échelle nationale également. Donc, parce qu'il y a le code de la marine marchande. Donc, dans le code de la marine marchande, on voit qui fait quoi, quand, comment. Donc, on recourt également au-delà du droit, comment dit-on, des dispositions juridiques à l'échelle nationale. On recourt également parfois, comment dit-on, à des accords internationaux. Oui, à des mots, voilà.
des accords internationaux parce qu'il y a des accords qui disent la mer, ça n'appartient pas seulement au Togo. La mer, il y a telle relation. Parce que, par exemple, vous voyez, un marin va quitter il est du Liberia. Oui. Il monte à bord d'un navire immatriculé au Togo. Donc, ces relations-là, quand un dommage ou bien un problème, un sinistre dans le domaine assurantiel, on le dit comme ça, survient, c'est pas seulement le Togo qui va prendre la décision. Donc, le Libéria est voilà, également donc concerné. ça rentre dans le droit international. Donc, c'est beaucoup de dispositions. Donc, à chaque situation, on essaie de trouver qui fait quoi, quand et comment. Voilà un peu ce que je peux dire à propos de ce que des conventions internationales. Les conventions, je vais les citer pour ne plus répéter les mêmes choses. Oui, voilà. Oui, d'accord. Alors, lorsque nous prenons l'exemple que vous avez cité qui concerne, vous avez parlé d'un navire libérien qui a peut-être amarré au niveau du Togo. J'ai dit que, comment dit-on, un marin, il est libérien. Oui. Il a été recruté à bord d'un navire immatriculé au Togo. Donc, le navire peut être immatriculé au Togo, mais ne pas appartenir aux Togolais. Oui, justement. Voilà. Ma question était de savoir, est-ce que le droit maritime concerne les pays aussi non côtiers? Bien sûr, le droit maritime concerne les pays non côtiers. Oui, même les pays non côtiers bénéficient du commerce, participent au commerce international. Voilà. Ils participent au commerce international. Par exemple, si je prends l'exemple des pays du Sahel, par exemple, ils ont des chambres de commerce. Des chambres de commerce parce qu'ils importent également des marchandises. Ils ont des chambres de commerce parce qu'il y a beaucoup de leurs acteurs qui sont, comment dit-on, des chargeurs de marchandises qui ont des clients à l'international et donc approvisionnent des marchandises, que ce soit de l'Europe, de l'Amérique, voilà. Donc, ces États sont concernés parce que du jour au lendemain, un client d'un pays du Sahel peut avoir un problème par rapport à ses cargaisons. Donc, il faudra que son État, s'il le faille, puisse intervenir également pour qu'il puisse avoir de règlement des sinistres. Et voilà. D'accord. Alors, revenons un peu à la question de l'assurance en droit maritime. Lorsqu'un passager est à bord, de quelle manière est-ce qu'il est pris en charge ou bien pris en compte par les assurances? À ce niveau également, il faut que j'essaie de différencier quelque chose. Il y a différents types de navires. Donc, il y a des navires de commerce, des navires qui transportent que des conteneurs. Par exemple, que des conteneurs. Il y a des navires qui transportent que des produits vraquiers. Si je parle de vrac, c'est par exemple le riz, le sucre, le blé, voilà, le clinker. Il y a des navires qui prennent que du pétrole, tout ce qui est liquide, le pétrole, le gaz, voilà. Donc, mais à bord de tous ces navires, il y a toujours un personnel. C'est-à-dire que les marins, tout le personnel à bord, ce sont des personnes. Donc, il y a l'assurance qui couvre le navire au cas où il y a un accident pour que l'assureur puisse intervenir. Il y a l'assurance qui couvre les marchandises au cas où il y a un dommage qui atteint les marchandises ou bien il y a perte de marchandises, l'assureur va intervenir. Maintenant, il y a l'assurance qui couvre également les personnes. Donc, il y a des assurances, on parle souvent d'assurance vie, mais de façon plus spécifique, vous voyez les navires à passagers qui font des croisières, des navires de croisière. Quand une compagnie, une ligne de croisière organise une croisière, forcément, ils vont prendre des dispositions pour couvrir les passagers. Forcément. D'accord, très bien. Alors, quand est-ce qu'on parle d'avarie? Ok. On parle d'avarie lorsque... je viens de citer justement l'exemple des produits vraquiers comme le riz. Lorsque il advient que la coque d'un navire a été déchirée, par exemple, et que l'eau rentre dans les cales du navire
et donc les sachets, le riz est empoté dans les comment dit-on, dans les cales, excusez-moi. Dans les cannes. Les cales, c'est-à-dire que c'est le compartiment dans lequel on met les marchandises dans les navires. Donc, quand l'eau rentre, le riz sera mouillé. Oui. Donc, quand le riz est mouillé, si vous commandez du riz depuis la Chine, vous arrivez au port et on vous dit que vous voyez vos riz mouillés. Bon, supposons que c'est vous qui allez acheter ça à Lomé ici. Vous n'allez pas du tout vouloir prendre ça. Oui, donc, ce riz est avarié. Peut-être des dispositions peuvent être prises pour liquider ça quelque part, si c'est pas trop, ou bien on ne peut plus consommer parce que l'eau là, ce n'est pas... Voilà. Donc, c'est en ce moment, par exemple, on parle d'avarie. On parle d'avarie. Il faut aller plus simple comme ça parce que plus loin... C'est un peu compliqué. À la fois, j'ai déjà entendu parler de l'avarie et également de l'avarie commune. Est-ce que ce sont les mêmes choses? Oui, c'est pas la même chose. Quand je parle d'avarie, en fait, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est perdu. Oui. En fait, c'est ça. Avarie également, si j'ai commandé 100 conteneurs d'une marchandise X et que 50 conteneurs se perdent ou bien sont jetés en mer à cause des vagues de mer, par exemple, il n'y a pas de stabilité en mer, ils tombent. C'est également une avarie parce que j'ai perdu quelque chose. L'avarie est commune lorsque, par exemple, je prends l'exemple des cas de force majeure. Oui. Donc, quand il y a un cas de force majeure, nous tous, on a fait le groupage de conteneurs. C'est-à-dire, oui, c'est un bon exemple d'ailleurs. On fait le groupage de conteneurs. Et que plusieurs commerçants à la fois, voilà, qui décident de commander des produits. C'est ce que nos database font souvent à Lomé. On envoie une seule personne en Chine pour acheter tout. Donc, on achète tout et il arrive que moi, mon conteneur, c'est-à-dire un conteneur parmi tout ce que nous avons acheté est perdu. Alors là, on va se partager les risques. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui, je on va se partager les risques. Mais en même temps, l'armateur peut... la responsabilité de l'amateur également peut être engagée parce qu'ils ont chargé à bord de son navire. Donc, à quelque part, il pourra intervenir. Donc, il y aura l'expert maritime qui va évaluer tout, l'assureur également qui sera là. On verra qui doit prendre quoi, comment. Parce que l'avarie également, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer pour savoir combien ça coûte, qu'est-ce que ça coûte. Une marchandise peut coûter 5 francs à une période X. À tel moment, ça prend plus de la valeur ou bien ça a perdu. Des questions d'inflation. Voilà. Donc, tout ça rentre en jeu. Même pas seulement les questions d'inflation, mais la marchandise elle-même peut être dévaluée. Voilà, peut être dévaluée. D'accord. Lorsqu'on parle de droit maritime, on parle de la mer. Ce n'est pas seulement les dommages. Il y a également les questions de conflit, les questions de piraterie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, il y a les questions de piraterie. Durant ces dernières années, dans le golfe de Guinée, il faut dire que la piraterie, ça a été diminué un peu parce qu'il y a des dispositions en matière de sécurité maritime et de sécurité maritime qui ont été prises. Et donc, pour ces questions-là, il y a ce qu'on appelle le code ISPS et le code ISM qui, l'un concerne la sûreté maritime et l'autre la sécurité maritime. Donc, beaucoup de dispositions sont prises qui permettent aujourd'hui que, pour pallier à ces problèmes-là, c'est justement la raison pour laquelle au sein de notre école, l'Institut des métiers de la mer de l'Université de Lomé, il y a une spécialité sécurité, sûreté maritime. Ouais. Parce que, enfin, la sécurité, la sûreté maritime, ça concerne également le simple fait de la surexploitation des ressources halieutiques. Ça rentre aussi également dedans. Ça rentre également. Ce n'est pas seulement les pirates. Ce n'est pas également les pirates qui font de mauvaises choses. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner de manière résumée, brève, le contenu de ces dispositions-là qui régissent la sécurité et la sécurité en mer? De manière résumée. C'est toute une convention. Hein? Oui. Comment dit-on? Que des codes. Je vais dire comme ça. Vous savez, en mer, il y a des actes qu'on pose qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas
disons, des cas de force majeure. Donc, des actes intentionnels et des actes inintentionnels. Par exemple, il y a des choses qui peuvent être... c'est-à-dire, on peut prendre des dispositions à titre préventif pour permettre à ce que tel risque n'arrive pas. Donc, si je veux vous dire que vous donnez des dispositions en tant que telles, c'est pas vraiment évident. Mais, vous savez, avec les codes ISM et tout ça, chaque structure essaie d'adapter cela. C'est comme les codes de qualité. C'est comme la disposition de qualité. Une compagnie qui est certifiée ISO-TEL, il doit prendre des dispositions au sein de sa structure à ce qu'il puisse se conformer dans les normes. C'est pareil dans le domaine maritime. Donc, quand vous entrez, vous allez au port autonome de Lomé, par exemple, vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas aller à quai sans porter un gilet, sans porter un casque. C'est déjà une disposition de sécurité. Voilà. Vous ne pouvez pas monter à bord sans porter ça. Donc, tous ces trucs-là, ça rentre en jeu. Les marins également, ils essaient de prendre des dispositions le maximum possible. Voilà ce que je vais vous dire. Vous pouvez dire dessus. Alors, quand vous parlez du code ISM, est-ce que c'est un code national ou c'est une convention internationale? Oui, c'est un code international. C'est un code international qui s'applique dans le secteur en général. Voilà, et qui s'impose également au niveau du Togo. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand un navire vient accoste au port autonome de Lomé, oui. Il y a la direction des affaires maritimes qui essaie d'inspecter le navire. Donc, inspecter, c'est-à-dire qu'il y a des inspecteurs qui vont à bord pour vérifier que est-ce que le navire, ils ont tous les certificats qui les permettent d'exploiter le navire. Est-ce que les marins ont leurs certificats et tout. Toutes ces dispositions-là sont vérifiées parce que quand un navire vient au port autonome de Lomé, on inspecte le navire avant que le navire ne parte. Ça veut dire que le Togo atteste que ce navire peut continuer de prendre la mer. Un navire peut venir au Togo et la direction des affaires maritimes va inspecter le navire, va voir que ce navire-là n'est plus en bon état pour continuer de prendre la mer. Donc, soit il va rester au port autonome de Lomé pour réparation, ou bien ils vont se conformer quand même aux dispositions de sécurité maritime avant de reprendre la mer. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, on parle tantôt de piraterie, tantôt de piratage. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est par abus de langage qu'on utilise les deux termes? Je pense que ce sont des termes qui sont un peu ambigus, mais en même temps, dans le domaine maritime, les pirates, ce n'est pas seulement les personnes qui attaquent les marins en haute mer avec des petits pirogues ou bien un bateau pour monter à bord, pour faire du mal. Souvent, ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour prendre de l'argent. Ah oui. C'est pour prendre de l'argent, ou bien pour prendre ce qui est à bord et tout. Donc, ces personnes-là, ce sont des pirates. Si on va essayer, si je veux me prêter à cet exercice d'expliquer cela, ce sont des pirates. Mais en même temps, les navires sont connectés. Il y a des outils informatiques, les navires sont connectés et tout. Les pirates, c'est quoi? Dans le domaine de la cybersécurité, ce sont des gens, ils vont attaquer le système. Donc, lorsqu'ils attaquent le système, ils vont créer une faille un rançon qui vont vous dire que cette fois-ci, ils ne sont pas venus monter à bord pour vous dire de donner quoi que ce soit, sinon ils vont vous tirer dessus, mais ils vous bloquent votre système d'exploitation du navire ou bien même de la structure. Parce que je vous ai dit que l'armateur, souvent, c'est une personne morale. Donc, la personne morale a une base de données. On attaque son système. Donc, quand les pirates attaquent son système, ils vous disent de payer. Ils vont vous dire, si vous payez cette somme... Et on débloque. Voilà. Donc, si vous ne payez pas... Il y a une grande compagnie maritime qui a subi ça. Et c'est vraiment dommage. Presque dans tous les domaines, à cause des questions de l'informatique. Là où il y a l'informatique, il y a des gens qui cherchent à créer des failles pour pouvoir... surtout comme le domaine maritime, on dit souvent qu'il y a beaucoup de l'argent. Donc les gens n'hésitent pas à faire ce qui n'est pas sûr, ce qui est proscrit. Et quand on prend ce cas précisément, est-ce que ces personnes peuvent être poursuivies sur le plan pénal? Oui, ils seront poursuivis s'ils sont attaqués, mais restez à les saisir d'abord. Parce que
quelqu'un qui va attaquer toute une grande compagnie à des milliards de francs CFA, sinon d'euros, ce sont des gens qui se préparent bien. Ce sont des gens qui se préparent bien. Mais quand on les attaque, voilà, ils seront poursuivis, ils seront arrêtés, ils vont subir des sanctions. Oui, je pose la question parce que tantôt vous aviez dit que c'est la responsabilité civile qui peut être engagée et non celle pénale, où il y a eu confusion. Pardon, je sais pas. Vous aviez dit tantôt que quand on parle de droit maritime, c'est business, les gens sont poursuivis plus sur le plan civil, que c'est la responsabilité civile qui est engagée. Non, enfin, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que. Oui, allez-y. De base, le droit maritime diffère du droit de la mer. Oui. Mais à quelque part, par exemple, quand je parle de la direction des affaires maritimes qui monte à bord, c'est vrai, il y a le droit maritime qui se mélange, mais le droit de la mer, on vérifie les questions de l'aptitude en termes des certificats et tout, les sécurités et tout. Quand on dit sécurité, pour que par exemple un navire ait un mauvais état ou bien ils vont jeter des trucs à bord, c'est pour ça rentre dans le droit de la mer. La sécurité, la sûreté et la sécurité voilà. Donc, c'est comme la vie courante. C'est comme dans la vie courante. On peut poser un acte qui va nous coûter à la fois sur le plan pénal comme sur le plan civil. Donc, c'est pareil. À quelque part, le droit pénal, c'est-à-dire l'État intervient. L'État intervient. Supposez que quelqu'un vient immatriculer son navire au Togo et qu'il prend ce navire-là pour aller faire le trafic des enfants, par exemple. C'est-à-dire qu'à bord de ce navire, on arrête un navire immatriculé, un navire de pavillon togolais, arrêté dans les eaux norvégiens. Oui, dans notre pays. Et on arrête le navire, là, on apprend qu'il y a du drogue à bord. Oui. Ben, l'État serait interpellé parce que c'est comme une personne physique qui a une nationalité togolaise. Donc, lorsqu'on l'arrête, qu'il a commis une infraction, même si l'infraction est civile, parce qu'il est d'une nation, on va engager la responsabilité de son État. Ce n'est pas peut-être forcément pour qu'il puisse payer tout de suite, mais pour voir dans quelle mesure les sinistres peuvent être réglés ou bien, voilà quoi. Très bien. Lorsque nous attardons toujours sur le plan national, est-ce qu'il y a une juridiction, autant pour moi, spéciale qui prend en charge toutes les affaires qui concernent le droit maritime? Voilà. Il y a la direction des affaires maritimes. Si on le décline bien, tout ce qui est affaires maritimes se gère à la direction des affaires maritimes. Il y a maintenant le ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Donc, à la lumière de tout ce qu'on venait de dire, vous allez constater que l'exploitation de la mer qui concerne la pêche, la protection côtière pour éviter l'érosion, la pollution, tout ça, c'est beaucoup le droit de la mer qui rentre là-bas. Oui. Mais en même temps, on a dit économie maritime. Économie maritime, droit maritime. Vous voyez? Donc, il y a ces deux institutions-là qui interviennent dans l'activité maritime, mais loin de là même, il y a le Haut Conseil pour la mer, donc le Haut Conseil pour la mer qui intervient également en tant qu'institution de l'État. Il y a ONAM là-bas qui intervient. Donc, il y a toute une panoplie d'institutions de l'État qui permet quand même de réguler et d'encadrer ce domaine. Voilà. Et à l'échelle internationale ou dans la sous-région? Oui, à l'échelle internationale, il y a l'organisation internationale maritime, on l'appelle OMI, Organisation maritime internationale en français. Voilà, il y a l'Organisation maritime internationale. Il y a c'est une organisation sous-régionale? L'Organisation maritime internationale? Non, celle que vous voulez citer. Oui, mais peut-être en allant, peut-être quand ça me vient, je vous reviens dessus. Mais il y a l'Organisation maritime internationale qui est là, qui contrôle, parce qu'il y a beaucoup de conventions qui sont là. Donc, l'Organisation maritime internationale essaie de cadrer. Parce qu'on ne peut pas trop s'attarder comme dans la vie courante de parler seulement de régional. Oui, régional, mais le commerce maritime ne se passe pas que entre les régions, mais ça passe souvent plus entre les continents.
Parce qu'une marchandise un navire va quitter la Chine, va passer par l'Afrique, va aller aux États-Unis et tout ça. Donc, c'est beaucoup, on parle beaucoup, surtout du droit international, en fait. Ouais. D'accord. De toutes vos explications, on se rend compte que le droit international intervient beaucoup dans le droit maritime. Carrément, ce n'est même pas qu'on va dire que beaucoup, c'est carrément le droit international. Voilà, alors nous sommes pratiquement en train de finir cette émission. Est-ce que vous pouvez nous donner le genre de mesures qu'il faut prendre lorsqu'on est emmené à travailler ou à naviguer sur la mer? Je n'ai pas bien compris. Oui, je dis quel genre de mesures il faut prendre. D'abord sur le plan juridique, quel genre de mesures il faut prendre pour se mettre en sécurité lorsqu'on est sur la mer? Bon, tout de suite, moi je ne suis pas marin. Moi je fais partie des parties prenantes dans le secteur maritime. Je suis un agent maritime. Mais déjà pour être marin, il faut étudier. Il faut faire une académie maritime, donc avoir ses diplômes. Après cela, au Togo, il faut avoir le certificat d'aptitude qui se délivre à la direction des affaires maritimes toujours. Quand on prend le cours de la marine marchande, on donne des explications par rapport à qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc, si tu as étudié, si la personne a déjà étudié, si la personne a l'autorisation au niveau de la direction des affaires maritimes, s'il a déjà fait des expériences, c'est-à-dire des stages, à bord pour voir comment ça se passe et tout. Bon, il signe un contrat avec un armateur, c'est-à-dire une compagnie maritime qui le veut, la personne prend la mer. Mais ce n'est pas seulement les marins qui sont dans le secteur maritime. Il y a les logisticiens, les manutentionnaires, ceux qui manutentionnent les grues et les portiques. Voilà. Donc, quand tous ces acteurs-là... Une fois qu'on rentre dans le domaine, on essaie de spécifier à chacun le rôle que la personne doit jouer. Est-il que la première des choses, c'est qu'il faut étudier. Il faut étudier, non seulement... Pour avoir connaissance des règles et des lois pour pouvoir se protéger. Bien sûr, bien sûr. Il faut connaître le droit. Il faut connaître le droit qui interagit. Quand on vient au port, le port c'est vague, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà, donc c'est ça. Oui, je viens de parler des mesures à faire lorsqu'on intervient, on est un acteur de cette chaîne-là. Et maintenant, pour les navires qui sont sur la mer, quel genre de mesures il faut prendre? Les navires en haute mer, ou bien, en mer, je le dis comme ça. Bon, tout navire, je ne suis jamais monté à bord des navires pendant qu'il est en haute mer ou bien en pleine navigation. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment. On regarde. Il y a des dispositions juridiques que vous avez eu à citer. Non, les dispositions juridiques, c'est que quand un navire, par exemple, va quitter le port autonome de Lomé et qu'on lui donne le OK, c'est-à-dire qu'on fait l'inspection, on voit que tout est OK, le marin saura faire, il saura la navigation. C'est comme, il y a le code de la route qu'il essaie de suivre. Je ne veux pas dire quelque chose tout de suite qui n'est pas tout à fait vrai. Voilà, un marin va nous écouter, ils vont dire le jeune là, il dit quoi? Non, il est en train de dire la vérité. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on achève cette émission? Mon dernier mot, c'est de vous dire merci pour l'invitation. En même temps, je fais un appel à mes jeunes frères de la seconde promotion de l'Institut des métiers de la mer de bosser. C'est un domaine passionnant, en même temps, c'est très exigeant. Donc, à la fin de la journée également, c'est important à quiconque veut rentrer dans le domaine maritime d'apprendre l'anglais. Voilà. Très important, à ne pas négliger. Oui. Alors, Monsieur Midécor Jérôme, nous sommes arrivés définitivement à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci à vous pour la fidélité d'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien. C'était Méchac Niaro au micro.